Voilà, bonjour tout le monde. On va pouvoir commencer maintenant ce petit webinaire sur les mobiles, non seulement les mobiles, mais aussi les applications mobiles et les sites mobiles. Alors voilà, nous sommes à deux aujourd'hui pour présenter ce webinaire. Et d'abord, si vous voulez bien me dire si vous entendiez bien mes commentaires, est-ce que vous pouvez vite dans votre chat box qui se trouve là en bas me dire si oui ou non vous entendez bien? Oui, ok, tout le monde a l'air d'avoir bien entendu, parfait, impeccable. Eh bien écoutez, avant de commencer, je voudrais vous dire que cette session va être entièrement enregistrée et que donc vous recevrez un lien plus tard pour pouvoir entendre cet enregistrement et vous aurez par la même occasion l'accès à tout ce qu'on vous montrera. Alors d'abord, qui sommes-nous? Peut-être Laure, as-tu envie de présenter cela? Donc bonjour, je suis Laure Pourcin, donc je suis donc WSI en région PACA, c'est-à-dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le sud de la France. Parce que j'ai un petit souci parce que maintenant, voilà, ok. Donc, et moi, donc, je suis Dominique de Coster, je suis consultant depuis 2006 et je travaille à partir de Bruxelles. Donc, je suis moi ici à Bruxelles, tandis que Laure est à Marseille. Voilà. Eh bien, ça c'est nous deux et passons maintenant peut-être à la société. Je te laisse Laure présenter cela peut-être. Alors, qui est WSI? Donc, c'est un réseau d'agences de conseil et de services en marketing pour le développement des entreprises sur Internet, sur les mobiles et les médias sociaux. C'est le premier réseau mondial de ce type avec 1500 experts et nous sommes 52 agences francophones pour ce que nous apportons à nos clients, essentiellement donc deux éléments importants, l'expérience du réseau et du travail fait auprès de milliers de PME dans le monde entier, et puis la force de partenariat avec les industriels qui créent les tendances dans le domaine de l'Internet, à commencer par Google, mais avec beaucoup d'autres acteurs. Donc l'ordre du jour pour notre webinaire aujourd'hui, on va parler donc de mobile. Tout d'abord, nous allons vous donner quelques éléments pour appréhender les enjeux du mobile et nous espérons vous convaincre qu'il s'agit bien d'un média incontournable pour votre business. Ensuite, nous parlerons des contenus et des services qu'attendent les mobinautes. Ce que l'on entend par mobinaute, c'est un utilisateur qui utilise son mobile donc pour surfer l'Internet. C'est le sens du mot mobinaute. Et donc, on se focalisera sur leurs attentes et leurs besoins avant de parler des règles à respecter pour votre entreprise pour communiquer sur ces supports. Il y a quelques règles simples auxquelles il faut se tenir si l'on veut réussir. Le quatrième point de notre agenda sera focalisé sur le pouvoir du marketing mobile. Donc là, nous vous présenterons des techniques et des outils qui sont à votre disposition pour vos campagnes marketing mobile. Et enfin, pour conclure, nous vous proposerons une démarche à suivre pour définir la bonne stratégie Internet mobile pour votre entreprise. Au fil de la présentation, nous nous interromprons de temps en temps pour vous adresser des questions et auxquelles nous vous inviterons à répondre par le biais d'un sondage en ligne. Et nous vous inviterons également à utiliser votre téléphone portable, donc gardez-le à proximité. Voilà, alors je suppose que ça n'a échappé à personne, l'Internet est aujourd'hui omniprésent. Et plus que ça, aujourd'hui, on sait que l'Internet, en termes de communication, a largement dépassé, rejoint et dépassé même les médias traditionnels. Le seul média qui tient encore la distance, c'est la télévision. Mais quand même, on voit tout doucement les budgets alloués au marketing en TV passer petit à petit aussi au marketing Internet. La prochaine révolution, et d'ailleurs est-elle encore prochaine, elle est déjà dans le circuit, c'est le mobile.
Et c'est le mobile à bien des égards et au fond, c'est aujourd'hui le sujet que nous allons développer. Il faut savoir que le nombre de mobiles en général sur la Terre, sur le globe, a largement dépassé tous les autres terminaux, que ce soit la télé, que ce soit les PC. Il y a plus de mobiles que de PC et de télé additionnés. C'est vous dire quelle est l'importance de ce mobile. Quand en plus on sait que le mobile est un moyen de communication qui est allumé 16 heures par jour, que 18 heures par jour, pardon, c'est une moyenne ça, parce que bien sûr, il y a des gens qui le laissent allumer tout le temps. Et il a cette particularité extraordinaire, c'est qu'on l'a partout, on l'a à tout moment, et on l'a individuellement. Chacun a le sien. C'est quelque chose qui devient personnel. Alors que la TV, on la partage, alors que l'ordinateur n'est pas toujours uniquement au service d'une seule personne. Par contre, le mobile, c'est pratiquement un objet personnel. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut quand même savoir que 91% des gens vont tout le temps avoir leur téléphone à portée de main, même s'il n'est pas allumé, il est à portée de main. Il est dans la poche, il est sur la table de nuit. D'ailleurs, 60% des personnes gardent leur mobile sur la table de nuit. Et ça c'est encore plus significatif de l'importance que l'on donne à son mobile, 33% préfèrent perdre leur portefeuille plutôt que leur portable. C'est vous dire le prix affectif, mais le prix en général que les gens donnent à leur mobile. Alors, je suis certain, vous prêtez assez rarement votre mobile. En tout cas, si vous le prêtez, vous voulez le récupérer. Combien de temps éteignez-vous votre mobile par jour? Vous avez tout de suite la réponse. Et puis, c'est pas tout. C'est que ça atteint tous les âges pratiquement, puisque à 11 ans et demi déjà, les gens possèdent un mobile. D'ailleurs, des études psychologiques ont montré que le mobile pour les jeunes, en tout cas, et ça va jusque 21, 22, 23 ans, le mobile est un substitut du doudou, du pouce en bouche, puisque le pouce en bouche, c'est la première manifestation. Après ça, on a un doudou, et bien maintenant, après le doudou, on a le mobile. Alors, c'est vous dire pourquoi les gens préfèrent perdre leur portefeuille que leur mobile. Et puis, le mobile a cette particularité, c'est que tous les médias peuvent converger vers le mobile. Que ce soit la radio, vous pouvez écouter votre radio sur le mobile, vous pouvez voir des panneaux publicitaires sur votre mobile, vous pouvez lire votre journal, vous pouvez bien sûr écrire des programmes, remplir un document, et vous pouvez bien entendu aussi regarder la télé. Alors ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que le mobile est un média qui raccourcit le parcours d'achat. Et ça, c'est quand même important. Entre l'exposition publicitaire et l'acte d'achat. L'exposition du publicitaire, c'est quand vous avez le premier stimulus. Le premier stimulus peut être une affiche, ça peut être le commentaire d'un ami, ça peut être quelque chose que je viens de regarder dans un magazine, quelque chose que j'ai vu à la publicité, j'ai entendu parler à la radio, enfin bref, tous les moyens qui peuvent nous apporter à notre connaissance que quelque chose existe ou pourrait exister. Et donc ensuite vient la deuxième phase et elle est rapide puisque je peux la faire immédiatement sur place, puisque j'ai mon mobile, je vais commencer à regarder et éventuellement préparer l'idée d'acheter parce que je vais consulter toute une série de choses, je vais aller voir les concurrents, je vais aller voir les avis que les gens ont déposés, etc. Et peut-être que dans la foulée, je vais acheter. C'est extrêmement rapide, la durée peut aller peut-être de quelques minutes seulement entre le stimulus de départ et l'acte d'achat. Bien entendu, ce n'est pas toujours le cas, mais sachez aussi que quand j'ai acheté, eh bien, je vais aussi, moi, aller raconter mon expérience. Et quand j'ai un petit peu utilisé l'objet que j'ai acheté, et si je l'aime bien, je vais peut-être en parler. Si je l'aime pas, je vais peut-être aussi en parler. Et tout ce que je vais dire va servir de nouveau à la personne qui va préparer son achat via son mobile. Donc, vous voyez qu'il y a un bouclage de l'information
qui rend le mobile un appareil extrêmement rapide, extrêmement souple et qui va faire que le processus d'achat risque de s'accélérer. Pas tous, mais en tout cas ceux-là. Et puis, votre mobile a une dernière particularité, c'est que c'est un média absolument polyvalent. Au départ, il était prévu pour téléphoner. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, téléphoner n'est pas du tout l'application la plus importante du mobile. Vous savez que ça peut servir d'organisateur personnel, ça peut servir pour des SMS, pour des emails, des prises de photos vidéo, on peut écouter de la musique, on vient de le dire, on peut, il y a des consoles de jeux là-dessus, on peut avoir accès à Internet, on peut avoir des localisations, Google Maps et autres, on peut même payer. Et moi, je viens juste, il y a 3-4 jours, de télécharger mon terminal bancaire. Maintenant, je peux payer et je peux aller consulter mes comptes, tout ça sur mon mobile. En plus, bien entendu, les réseaux sociaux, c'est une partie très importante de l'utilisation des mobiles. Et puis, en plus, on peut y mettre des applications, des applets locales qui vont vous permettre de vous faire connaître et de vous faire et d'amplifier votre fidélité ou la fidélité de vos clients à vous-même. Et puis, il y a encore bien d'autres choses qui vont encore arriver. Je ne sais pas si demain on va pouvoir se raser avec ce mobile ou appliquer éventuellement, je ne sais pas, son antitranspirant, mais ça a déjà la forme. Donc, que sais-je, que va-t-il se passer dans l'avenir? Alors, Laure, je crois que ça te concernait ce petit sondage, hein, c'est le premier sondage qu'on met en ligne. Voilà, donc avant d'aborder, avant de vous donner les statistiques du marché, on va déjà procéder à un petit sondage entre les participants à ce webinaire. Donc, on vous invite à répondre à la première question, toute simple. Est-ce que vous possédez un smartphone, oui ou non? Et si oui, à quoi l'utilisez-vous? Principalement, certainement. Ah, Laure, je t'ai perdu. Écoutez, j'ai momentanément perdu Laure, me semble-t-il. Alors, je vais reprendre la main. Et donc, ce que nous voulons savoir, c'est, sans qu'une réponse soit exclusive de l'autre, mais quelles sont les utilisations les plus fréquentes que vous avez du smartphone. Alors, si vous voulez prendre quelques secondes pour répondre, les réponses commencent déjà bien à rentrer. Alors, voyons un petit peu ça. Oui, je vais devoir, parce que j'ai un gros bruit de fond du côté de Laure. Laure, donne-moi un petit message dans ta chat box à partir du moment où tu as repris le contrôle de ton ok, ça va. Donc voilà. Ah ben voilà, je vois les résultats sont apparus. Alors, pour vous donner une idée des résultats, eh bien, il y a d'abord 93% qui possèdent un smartphone. Il y a 84% qui accèdent à Internet. Oui, mais dans l'ordre, c'est en fait 92% traitent leurs emails. Ensuite, 85% font des recherches et 84% des accès par Internet. Et enfin, 21% font des achats en ligne. Alors, c'est pas encore énorme par rapport à d'autres choses, 21%, mais malgré tout, nous allons tout de suite voir si j'ai récupéré Laure. Voyons voir. Laure, est-ce que tu es de nouveau en ligne? Allô, Laure? Alors, ça vaut pas clic. Laure, unmute. Laure, je ne t'ai plus. J'essaie de te muter, mais je ne t'ai plus. Bon, ben écoutez, je vais continuer. Alors, on verra ça sans elle. Voilà. Eh bien, rendez-vous compte. 95% des Français sont équipés d'un téléphone mobile. Et la moitié des Français
possède un smartphone. Je rappelle le smartphone parce que de temps en temps, j'entends que les gens confondent smartphone et iPhone. C'est pas du tout la même chose. Quoique l'iPhone soit un smartphone, ça veut dire que c'est un téléphone intelligent, c'est-à-dire en gros un téléphone qui est capable de téléphoner bien sûr, mais d'aller sur Internet et de faire des photos. Si vous savez déjà faire ça avec votre iPhone ou votre mobile, vous êtes déjà dans la catégorie des smartphones. Écoutez, cette recherche, une recherche sur 7, pardon, sont faits via un moteur Google sur les mobiles. 1 mail sur 4 est un mail mobile. 15% ont déjà acheté sur leur mobile. Alors vous êtes 21% à avoir acheté, et vous voyez que la proportion est assez bonne par rapport à l'échantillon global. Maintenant, peut-être qu'il est plus significatif au niveau global. Et puis enfin, il y a les coupons. Les coupons sont 10 fois plus utilisés à partir d'un mobile qu'à partir d'un ordinateur. Eh bien bon, mais les mobiles et les tablettes, il est prévu que pour 2013, les statistiques et plus exactement les prévisions nous montrent que ce sera accédé par des mobiles plutôt que des PC. Bon, j'essaye toujours de muter l'heure pour ça. Voilà, je suis de retour, Dominique. Ah, voilà, jeté. Ouf. Eh bien, écoute, je te laisse continuer alors sur la dia suivante. Ok, donc avec ces chiffres, tu les as déjà commentés, les chiffres? Oui, je les ai déjà commentés. Donc, le point clé, c'est qu'effectivement, le mobile va dépasser le PC dès 2013. Donc, avec ces chiffres, nous espérons vous avoir convaincu effectivement du caractère incontournable de ce média qu'est le mobile, à la fois pour votre communication, pour votre développement commercial et pour votre relation client. Donc, quelles que soient les priorités de votre entreprise, et comme toute action marketing qui se respecte, il faudra bien entendu mesurer les résultats au fil de l'eau de façon à sécuriser l'atteinte de vos objectifs. Donc, une fois qu'on est arrivé à ce constat que le mobile est incontournable, il convient de bien comprendre les attentes de vos clients et l'usage qu'ils font de ce média. Donc, pour cela, on va commencer à nouveau par un petit sondage en vous demandant quels sont les usages que vous faites, là encore, de votre smartphone. Donc, on vous propose un choix multiple. Est-ce que vous les utilisez pour consulter vos réseaux sociaux, pour chercher un commerce ou un service localement, pour trouver un itinéraire ou pour vous informer sur des marques et des produits? Donc, à titre d'exemple, les réseaux sociaux, ça peut être évidemment les réseaux sociaux qu'on connaît tous, Facebook, YouTube, ou des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo, mais ça peut être également des réseaux sociaux géolocalisés qui sont en train de se développer, comme Foursquare ou Yelp. Pour la recherche locale, donc c'est des choses que vous pouvez navigateur depuis votre mobile, qui favorisera toujours les résultats de recherche les plus proches de l'endroit où vous vous trouvez au moment où vous faites votre recherche. Peut-être a-t-on déjà les premiers... Oui, on a assez de résultats maintenant. Donc, si je donne dans l'ordre, et bien entendu, alors c'est 85% pour consulter les réseaux sociaux, 77% pour trouver des itinéraires, et puis chercher un commerce local et s'informer sur les marques, 38%. Ce qui n'est pas du tout négligeable, hein. Nous sommes pas loin des 40%, mais il est clair que consulter les réseaux sociaux, c'est-à-dire en fait quelque part faire de la communication sociale, semble être la plus grosse utilisation à ce niveau-là. Alors, voilà, je vais te laisser continuer. Donc, voici des statistiques qui sont générales, hein, qui sont internationales et qui datent du milieu de l'année dernière. Donc, qui donnent, on va dire, les principaux usages
que font les mobinautes de leur mobile. Donc on voit en gros 3 gros tiers, sachant que la partie réseaux sociaux est en fort développement, on est probablement au tiers aujourd'hui. Donc effectivement, un tiers des usages concernent la recherche d'informations locales ou d'itinéraires, un tiers concerne des informations sur les marques ou les entreprises, et un troisième petit tiers, les réseaux sociaux. À noter également le développement du commerce mobile, comme on l'a vu tout à l'heure, on vous donnait une statistique de 15%, c'était 15% des détenteurs d'un smartphone. Donc on peut déjà acheter sur mobile, et on anticipe que sur les 4-5 années qui viennent, cette consommation va se développer fortement, comme l'e-commerce l'a fait ces 5 dernières années. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est vous montrer les 2-3 attentes principales des mobinautes et vous les illustrer. Donc effectivement, l'une d'entre elles, comme on l'a vu, c'est tout ce qui est recherche locale, c'est-à-dire je cherche à trouver rapidement un commerce ou un point de service qui est proche de moi parce que j'ai un besoin immédiat et que je dois satisfaire dans l'urgence. Ce qui signifie que les mobinautes qui ont ce type de besoin sont potentiellement des clients qualifiés puisqu'ils ont un véritable besoin à court terme. Alors, quelles informations doit-on leur fournir? Des informations d'emplacement d'itinéraire, des informations pratiques sur les horaires d'ouverture, est-ce qu'ils pourront être servis immédiatement, devront-ils attendre? Des informations sur le produit, sa disponibilité, son prix, et puis, au cas où ces informations ne seraient pas toutes disponibles en ligne, permettre aux mobinautes de téléphoner à l'entreprise pour se renseigner. J'attire votre attention sur la statistique en bas à droite, qui sont des statistiques fournies par Google, donc qui sont internationales. On voit que 90% des mobinautes qui ont fait une recherche locale passent à l'action dans les 24 heures, c'est-à-dire se rendent en fait sur un lieu de vente ou en tout cas achètent le service pour lequel ils ont fait la recherche dans les 24 heures qui suivent cette recherche. Alors, deuxième illustration des attentes des mobinautes. Cette fois-ci, on sort du domaine pratique, on va rentrer plus dans le domaine de l'émotionnel. C'est l'aspect bon plan et contacts sociaux. Donc, ce que cherche le mobinaute, ce sont des informations exclusives en temps réel, des informations qui lui seraient réservées et qu'il recevrait avant les autres pour pouvoir en bénéficier avant les autres. Donc, il y a vraiment cette notion d'exclusivité et de personnalisation de l'information. Donc, les attentes plus précisément par rapport aux enseignes ou aux entreprises, c'est d'être reconnu en tant que mobinaute si on est déjà client, recevoir des offres privées, des contenus marquants, soit qu'ils soient amusants, soit qu'ils soient émouvants, en tout cas qui sont forts de liens avec la marque, des incitations à donner son avis et à engager un dialogue avec l'entreprise. Donc ça, c'est une deuxième catégorie d'attente qu'il est important de satisfaire si l'on veut réussir sa présence sur les mobiles. Et puis, troisième catégorie d'attente, là on rentre dans le domaine marchand, c'est, comme l'a illustré Dominique au début de notre présentation, on a vu que le mobile pouvait raccourcir le parcours d'achat. Donc là, il s'agit finalement pour le mobinaute de conforter une décision d'achat et éventuellement aussi d'acheter en ligne depuis son mobile. Et donc, c'est une démarche qu'il peut conduire tout en étant déjà dans un point de vente. Le mobinaute peut tout à fait rechercher soit des informations sur le prix de vente du même produit chez un autre distributeur, ou bien tout simplement chercher à en savoir plus sur le produit avant de se décider à l'acheter. Et ce que l'on sait de manière certaine, c'est qu'aujourd'hui, tous les achats sont précédés d'une consultation des avis des consommateurs. Les avis des consommateurs pèsent de plus en plus dans les décisions d'achat et donc ce sont des avis que l'on peut aisément consulter sur son mobile. Ensuite, pour ceux qui achètent depuis leur mobile, il faut prévoir un passage en caisse qui soit évidemment très facilité, simplifié, donc limité à 3 ou 4 clics au maximum, et un paiement sécurisé en général par des informations de paiement qui auront été précisées sur un autre canal. Donc là, on vous a donné 3 exemples, on va dire, d'attentes assez courantes des mobinautes vis-à-vis des entreprises. De nombreux autres services peuvent être imaginés et utiles aux mobinautes en fonction de votre secteur d'activité. Et donc,
Ce sera à vous et je dirais à chaque cas de bien réfléchir à l'usage que font vos clients de leur mobile et de la manière dont vous pouvez mieux les servir en utilisant ce média. Dans tous les cas, il y a des règles à respecter pour bien communiquer sur ces supports. Ce qui fait la force du mobile, c'est aussi, on va dire, ce qui va entraîner des contraintes pour vous. Donc c'est un média très puissant et donc à utiliser avec précaution. Première règle, vous devez communiquer de manière personnalisée à vos interlocuteurs et de manière non intrusive. On a vu que le mobile était fréquemment allumé 24 heures sur 24. Et par conséquent, il n'est pas question d'envoyer des messages pendant la nuit, par exemple. D'autre part, c'est bien un média personnel et par conséquent, le mobile s'attend à recevoir des entreprises qui s'adressent à lui, des messages qui sont personnalisés, qui sont adaptés à son besoin particulier. Alors, deuxième règle qui rejoint la première, c'est qu'effectivement, donc avec la personnalisation, il y a l'adaptation des offres qui vont être proposées, c'est-à-dire à ses clients sur les mobiles, on va proposer des offres qui sont adaptées à ce que l'on sait du client. Donc, beaucoup de ciblage de façon à limiter les sollicitations et faire en sorte que ces sollicitations apportent de la valeur à leur destinataire. Alors, troisième règle, essayer de rechercher l'engagement du mobinaute. Comme sur Internet, l'engagement est clé sur les mobiles. Cela veut dire que c'est l'utilisateur qui décide du moment où il entre en relation avec votre entreprise. Il décide du moment où il va consulter l'information. On appelle ça le mode pull, c'est-à-dire que c'était à la main de l'utilisateur plutôt que le mode push où c'était l'entreprise qui envoyait son information à son audience et c'est l'entreprise qui décidait du timing. Ça, c'est la première chose qui a à voir avec l'engagement. La deuxième chose, c'est effectivement tout ce qui est viral, c'est-à-dire que le mobinaute de lui-même, vous pouvez l'encourager à le faire, fera passer votre message à d'autres dans son réseau de connaissances. C'est ce qu'on appelle donc le marketing viral. Quatrième règle, il faut que tout ce qui est proposé sur un mobile soit facile d'usage. En effet, on connaît tous les limitations des services mobiles. Parfois, on a une mauvaise couverture. Parfois, on va rentrer dans un tunnel où on est dans le métro. Par conséquent, tout doit être fait très rapidement. Tous les services mobiles doivent être pensés en termes d'ergonomie, de simplicité et de rapidité. Et notre dernière règle, qui est plutôt, je dirais, là, un conseil, c'est tout simple, c'est penser d'ores et déjà au mobile dans toutes vos activités de communication et de marketing. Donc, vous pouvez très facilement intégrer dans vos campagnes marketing actuelles le mobile. Pensez quand vous faites un emailing que vous avez 25% des personnes qui vont lire votre email, qui vont le faire depuis un portable. Pensez quand vous faites des campagnes d'affichage ou sur papier à l'utilisation des QR codes. Donc voici donc les 5 règles, c'est peu, mais ce sont des règles auxquelles il ne faut absolument pas déroger si vous voulez retirer les fruits finalement du marketing mobile. Mais voilà, essayons de voir un petit peu quel est le pouvoir du marketing mobile. On voit qu'il est important, on voit qu'il est très utilisé, mais maintenant, quelle est sa puissance? Alors, la première chose que je voudrais vous poser ici, c'est de nouveau un petit sondage, je vais en faire 2 pratiquement coup sur coup, mais voilà, est-ce que vous avez une idée du délai, je parle d'un délai moyen sur une population assez large, hein, je ne parle pas du délai minimum, mais du délai moyen de lecture d'un SMS par son destinataire. Donc, entre le moment où le SMS arrive sur son mobile et le moment où il va réellement le consulter. En moyenne, vous voyez là toute une série de propositions. Quel est le temps que vous pensez que les gens vont utiliser? Les réponses viennent assez vite. Vous avez l'air d'être très sûr de vos réponses. Voilà, ben, on est à 95% de réponses, donc je vais considérer que le chiffre est acceptable. Eh bien, vous n'avez que 2 réponses. Vous ne me donnez que 2 réponses. Pour 85%, vous me dites 45 minutes. Et pour 15%, vous me dites 2 heures. La réalité, c'est 2 heures. Donc, vous voyez, le SMS est peut-être en moyenne lu moins vite, mais vous avez le sentiment, et ça c'est très important, qu'il est lu beaucoup plus vite. Mais maintenant, nous allons le comparer à un autre média. Hein, regardez, voilà, là.
Voilà donc, voilà, comme vous voyez, tout ça, ce sont des smartphones. Il n'y a que les deux du dessus qui, eux, ne sont pas des smartphones parce que ceux-là ne vous permettent pas de faire plus que téléphoner et envoyer des SMS. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport aux chiffres que nous avons cités avant, sachez que 90% des SMS sont lus dans les 2 heures. Mais 100% sont absolument lus. Alors, si vous comparez ça avec l'efficacité des emails, eh bien, dans les emails, en moyenne, je parle de moyenne de nouveau, et sur une grosse population, eh bien, seulement 10 voire 15% des emails sont ouverts. Alors, quand vous vous rendez compte que 100% des SMS sont lus, dont 90 dans les 2 heures, eh bien, sachez que les emails, il y en a à peine 10%. Et puis, quand on regarde ces 10%-là, en moyenne, ils sont lus après combien de temps? Eh bien, le temps moyen est de 2 jours. Donc, vous voyez que la différence d'impact du SMS est éminemment plus importante que celle de l'email. Et comme, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, il y a maintenant au monde plus de mobiles qu'il n'y a d'ordinateurs, vous voyez tout de suite l'intérêt qu'il y a à se passionner pour l'SMS mobile. Maintenant, une deuxième petite question. Ah ben voilà, je l'avais oublié de vous le faire passer. Vous voyez, on lit les messages sur votre smartphone, vous cliquez sur le lien et vous profitez de l'offre. Mieux encore, s'il y a un numéro de téléphone, cliquez sur le numéro de téléphone et hop, votre smartphone va démarrer et la composition du numéro de téléphone. C'est sûr qu'un mode d'engagement et de désengagement doit être transparent, surtout si vous faites de l'e-commerce. Il faut bien spécifier il faut toujours dire aux gens s'ils acceptent qu'on leur envoie des messages, notamment en ce qui concerne les SMS. Il faut absolument que les gens fassent ce qu'on appelle dans notre jargon du opt-in. Ils doivent opter pour être dans la liste. Et il faut toujours leur dire comment ils peuvent se retirer de la liste. D'ailleurs, ça, ce sont des choses légales. Se désengager de messages, que ce soit des emails ou que ce soit des SMS, est une obligation légale dans tous les pays européens. Donc, sachez que certaines gens, et beaucoup d'ailleurs, vont d'abord aller voir si vous les permettez de se désengager. Et puis, ils vont se dire, ah, c'est quelqu'un de sérieux, il me permet de le désengager, donc je vais peut-être m'engager. Voilà pour ce qui est des campagnes SMS, mais l'autre question que je voulais vous poser, c'est, avez-vous déjà entendu parler de flashcode? Et avez-vous une idée de ce que ça représente? En avez-vous déjà scanné? Alors voilà, ça c'est la question que je veux vous poser. Hein? Donc, est-ce que vous connaissez? Ah ben écoutez, ça m'a l'air d'être le cas. Oui, vous semblez bien connaître les flashcodes, puisque je vois que 82% répondent oui. Ils ont déjà utilisé des flashcodes et seulement 7% non. Écoutez, c'est une proportion qui prouve que le flashcode a quand même une certaine réputation, même si l'acquisition du flashcode a encore du chemin à en faire. Il y a encore beaucoup de gens qui les voient mais qui ne savent pas très bien comment le faire. Beaucoup de gens n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour les obtenir. Alors, parlons un tout petit peu du flashcode. La première chose qu'il faut se rendre compte, et ça c'est très important, c'est que le flashcode est un pont entre l'offline et l'online. Pourquoi? Parce qu'un flashcode, vous pouvez le coder. Et vous pouvez lui donner quoi? D'abord, voilà, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est ça, c'est un flashcode. Hein, vous le scannez à partir de votre appareil portable et le flashcode va rediriger le client vers le contenu
que vous avez décidé, que le créateur du flashcode a décidé. Alors la première chose que je voudrais vous dire, si jamais vous n'avez pas encore de lecteur de flashcode sur votre portable, allez télécharger l'application Enigma. Tapez simplement Enigma dans votre Apple Store ou dans votre site de chargement de boutique. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est le mot qui ne me venait pas, ou votre boutique d'application. Hein, et puis, c'est à notre sens, en tout cas parmi tous ceux qu'on a essayé, celui qui est le plus rapide et le plus efficace, même quand le code est un peu abîmé ou si le code est très petit. Mais sinon, je ne veux pas vous pousser à en prendre l'un ou l'autre. Mais le flashcode, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça qui est important. Eh bien sûr, vous pouvez, derrière un flashcode, mettre un URL. Vous pouvez mettre un texte. Vous pouvez mettre votre carte de visite. Vous pouvez bien entendu mettre une carte géolocalisée. Je vous l'ai dit, un numéro de téléphone. Non, pardon, j'en avais parlé pour l'email, mais ici, vous pouvez le mettre dans votre flashcode et toutes sortes d'autres choses. Alors, ce qui est très particulier au flashcode, surtout quand il s'agit d'un URL, c'est que vous pouvez mettre derrière cette URL les trackers, c'est-à-dire toute une série de petits codes que vous allez ajouter derrière votre URL et qui va permettre à votre site Internet qui va recevoir le lien de savoir par quel code vous êtes venu, par quel flashcode vous êtes venu. Donc, si vous avez imprimé un flashcode, par exemple, sur votre carte de visite, vous pouvez mettre un petit tracker en disant, voilà, c'est un flashcode qui était sur ma carte de visite. Et votre analytique, Google Analytics, pour parler de celui qui est le plus connu, va pouvoir vous dire combien de personnes ont maintenant flashé votre code. Alors, vous vous rendez compte tout de suite à quel point il y a maintenant moyen de savoir si une publicité offline que vous avez fait dans un magazine, que vous avez même fait sur un programme télé, parce qu'évidemment, on peut flasher un code qui se trouve sur une télé, qui se trouve dans un email, qui se trouve sur la boutique d'en face, qui se trouve sur un panneau publicitaire, qui se trouve partout, bref, où un visuel est autorisé et où on peut mettre ce flashcode en visuel. D'ailleurs, si vous voulez, flashez celui-ci et vous verrez une des réalisations d'un de nos consultants. Quels sont les avantages d'abord du flashcode? C'est qu'il est facile à créer, facile à utiliser et que, en plus, vous pouvez le sauver dans vos favoris. Donc, si vous n'avez pas voulu lire tout de suite le code qui se trouve derrière, sauvez dans les favoris de votre iPhone ou de votre smartphone et automatiquement, vous pourrez le lire quand il vous plaira, si ce n'est pas le bon moment pour le prendre. Et puis, sachez que le flashcode vous permet d'apporter bien entendu des services, mais aussi des contenus. Vous avez vu qu'on peut mettre un texte, des contenus que, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, on veut quand on veut, où on veut et ce qu'on veut. Eh bien, le flashcode vous permet de pousser ces messages et puis de laisser le soin au lecteur du flashcode, au porteur du mobile, au mobile binote, de le voir quand il le veut. Alors voyons un petit peu quels sont les intérêts, pourquoi utiliser. Alors d'abord, ce qui vous concerne. Mais d'abord, c'est très facile, c'est simple, c'est efficace et, je vous l'ai dit, c'est traquable. On peut scanner des applications adéquates et conduire le mobinote là où vous le désirez et puis surtout mesurer son efficacité dès qu'on peut y ajouter les trackers de votre software analytique. De plus, c'est de plus en plus à la mode, nous l'avons vu, je ne dois plus vous en parler. Les flashcodes sont de plus en plus visibles partout, ils intriguent de plus en plus de monde et de plus en plus de monde savent maintenant comment faire pour les lire. En plus, si vous regardez les tranches d'âge qui sont concernées essentiellement et l'équilibre homme-femme, vous voyez que le flashcode est déjà pas mal rentré dans les mœurs. Il semblerait que parmi la population des gens qui écoutent ce webinaire,
en ce moment, ce soit plus élevé, puisque nous sommes arrivés à 75%. Non, je ne sais plus combien c'était 60... non, 82%, pardon. Eh bien, vous voyez qu'il y a encore un peu de chemin à faire pour que les gens l'utilisent. Mais c'est quelque chose qui est en croissance tout à fait exponentielle. Je crois d'ailleurs que ces chiffres datent d'il y a déjà quelques mois. Et puis, les usages. Les usages, vous l'avez compris, vous en avez tellement d'usages et je crois que the sky is the limit. Vous pourrez probablement en inventer encore d'autres dans le futur et on en verra se développer pas mal de choses. Mais vous pouvez vous dire, et le Mobinote là-dedans, qu'est-ce qu'il a comme intérêt? Mais regardez un peu, ça c'est une étude récente faite aux États-Unis en janvier qui demande aux Mobinotes qui ont utilisé, qui ont scanné des QR codes ou des flash codes, de dire qu'est-ce qu'ils ont été chercher. Et regardez, un intérêt quelconque est la première chose, un gain, des discounts, des coupons, des produits gratuits. Ça, c'est la première raison pour laquelle les gens vont flasher des codes. Ce qui veut dire que vous devez retenir ça parce que c'est probablement la première application, celle qui vous rapportera le plus. Mais les gens cherchent quand même énormément des informations sur les produits, sur les services. Ils essayent d'obtenir des contenus informatifs qu'ils auraient de façon exclusive parce qu'ils seraient les premiers à les connaître. Vous connaissez bien ce principe. Et puis, beaucoup aussi l'utilisent pour faire un achat. Surtout quand, évidemment, le code, puisqu'il est dans quelque chose d'imprimé, vous pouvez aussi expliquer aux gens qu'est-ce qui se trouve derrière ce code. N'oubliez surtout pas de leur demander de télécharger une application qui leur permet de le lire, au cas où ils n'en auraient pas encore. Et puis, vous voyez que les informations sur les sociétés, ce n'est que 18%. Et j'attire votre attention sur ces 18% parce que, généralement, que voit-on? Eh bien, ce que nous voyons, c'est que la plupart du temps, la première information que les gens veulent donner sur leur site mobile et compagnie, c'est d'abord des informations sur la compagnie. Eh bien, ça n'intéresse pas vraiment les Mobinotes. Donc, c'est la dernière chose que vous devez leur mettre sous le nez. Voilà. Je voulais aussi vous parler de certaines particularités. C'est que beaucoup d'applications mobiles sont des applications de type localisé. Et vous pouvez, sans que ce soit votre application à vous, participer à des applications existantes. Et je voudrais vous en montrer deux. La première, c'est Foursquare. C'est une application qui a déjà un statut tout à fait international et qui permet à n'importe qui de grouper des amis, hein, c'est dans le principe social, mais qui vous permet de très rapidement chercher dans vos environs ce qui existe. Vous cherchez un restaurant, vous allez le trouver. Vous cherchez une banque, vous allez la trouver. Vous cherchez une librairie, vous allez la trouver. Vous cherchez le groupe d'amis, un tel, vous allez le trouver. Vous cherchez une société, elle y est. Et vous pourrez voir non seulement ça, mais vous pourrez voir des commentaires. Et puis vos amis pourront savoir que vous êtes à tel endroit ou tel endroit si vous décidez de le leur dire. Résultat, supposons que vous voulez tous aller au restaurant, mais vous ne savez pas très bien lequel. Vous dites, ce sera dans ce coin-là. Et puis quand les gens arrivent, eh bien, via Foursquare, ils peuvent savoir finalement quel est le restaurant qui a été désigné, puisque quand vous arrivez au restaurant, vous allez dire, ah, mais je suis ici. Vous allez faire ce qu'on appelle un check-in. Bon, quel est l'intérêt pour vous? Mais l'intérêt pour vous, c'est que vous allez pouvoir pousser des informations sur le Foursquare et des informations concernant votre business si vous êtes un business localisé. Dès que les gens seront dans les environs, ils pourront savoir des choses supplémentaires que vous avez envie qu'ils sachent. Ils le sauront quand? Quand ils le voudront. Ou quand ils seront tout près de chez vous. À quelle heure? À l'heure où ils l'auront allumé, bien sûr. Autre application, c'est FeedMe. C'est une application française cette fois-ci, Cocorico, et même si je suis belge, mais j'aime bien mes amis français. Tout le monde sait ça. Alors, FeedMe, c'est une application
qui récupère toutes vos cartes de fidélité. Mais ce n'est pas seulement les cartes de grande surface, comme vous avez ici, Auchan, Darty, etc. Mais, par exemple, toutes vos cartes d'aviation, par exemple, tous vos frequent flyers, tous vos programmes de fidélisation d'hôtel, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup, eh bien, toutes ces cartes, vous pourrez les mettre là. Et vous allez vite vous rendre compte que l'épaisseur incommensurable de votre portefeuille va diminuer parce que vous ne serez plus obligé d'avoir ces cartes-là avec vous en plastique. Elles seront toutes dans votre application Feedme. Et c'est pas tout. Si vous êtes un commerce qui offrait des bonus quelconques ou des produits ou des gratuités ou des promos au nombre de points que les gens ont gagnés, parce que chaque fois qu'ils passent chez vous, on leur donne un petit cachet sur une carte, eh bien, ce petit cachet sur une carte, vous allez pouvoir la mettre dans Feedme. Et vous pourrez, en utilisant justement des QR codes, c'est assez amusant de voir comment on utilise aussi les QR codes là, vous allez pouvoir permettre aux gens d'ajouter les points sur leur carte. Et puis, quand la carte sera remplie, ils auront le droit aux 10% de réduction ou aux petits cadeaux que vous avez prévus. Mieux encore, je connais une école de danse qui vend ses cours par paquet de 10. Eh bien, ils ont fait une petite carte dans Feedme et chaque fois que vous allez à la réception, au lieu de vous mettre un cachet sur votre carte en carton ou en plastique, eh bien, non, pas en plastique, en carton pour que ça soit imprimé, eh bien maintenant, vous venez avec votre Feedme et on vous met un cachet sur votre Feedme. Et quand la carte est pleine, eh bien, vous devez racheter une nouvelle carte. Donc, vous voyez déjà un petit peu toutes sortes de petites applications qui peuvent venir grâce au mobile et aux techniques mobiles. Cette fois-ci, ce ne sont pas des applications à vous, ce sont des applications externes. Mais dans Feedme, ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui sont sur votre carte de fidélité, ce sont vos clients. Et à ces clients, vous allez pouvoir pousser des messages tout à fait particuliers parce que vous pouvez les cibler. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller? Alors avançons un petit peu. Eh bien voilà, nous avons décidé de vous montrer une application. C'est un flashcode qui vous permet, à vous, à uniquement vous, les gens qui ont regardé cette formation aujourd'hui, de cliquer et d'obtenir un petit cadeau. Alors je vous en prie, si vous n'avez pas eu le temps de télécharger Enigma et que vous n'aviez pas de scanner de flashcode, eh bien ne vous en préoccupez pas tout de suite parce que nous allons réafficher ceci à la fin de notre webinaire pour vous donner tout le temps nécessaire à le faire. Mais je vous en prie, faites-le. Il y a un petit cadeau à la clé. Et voilà, je crois que je vais repasser la main à Laure qui va nous commenter. On va changer un petit peu de sujet et on va parler de sites mobiles. Premièrement, on commence par un sondage de notre audience. Pensez-vous que votre site web est optimisé pour être vu depuis un mobile? Donc, vous pouvez répondre à cette question soit par oui, soit par non, soit vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, il y a un moyen simple de le savoir qui est de saisir l'URL de votre site web dans votre navigateur mobile et de voir quel est l'aspect de votre site web depuis ce smartphone. Alors, on vous laisse quelques minutes pour répondre. Oui, les réponses rentrent bien. J'en ai déjà pas mal. Et je vois que déjà, c'est assez clair. Hein, oui, ben voilà, je vais donner les résultats. 75% ont un site optimisé. Est-ce que c'est un site mobile? Je n'en sais rien, mais c'est optimisé pour le mobile. Très bien. Et 8% disent non et 17% ne sont pas trop sûrs et répondent ne savent pas. Alors, à partir de ça, ben, je te laisse continuer. Bon, déjà, c'est un bon pourcentage qui est certainement plus élevé que la moyenne des entreprises françaises. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un site mobile ou un site optimisé pour un mobile? C'est effectivement une vitrine qui va être accessible et optimisée pour des mobiles. Donc, ça peut être soit effectivement un site qui a été
construit spécifiquement pour les mobiles, ou bien ça peut être des pages de votre site web qui sont prévues pour les personnes qui naviguent depuis un mobile. Les deux solutions sont tout à fait possibles. Mais ce qui est incontournable, c'est de les avoir pensées pour qu'elles soient vues sur un mobile. On va revenir là-dessus. Donc l'avantage, c'est que ces sites ou ces pages mobiles vont accueillir tout le trafic que vous aurez généré par les initiatives de marketing mobile que Dominique vient de décrire. Donc que vous ayez fait des campagnes SMS, des QR codes ou des campagnes localisées, il va à un moment falloir accueillir vos visiteurs sur une page qui soit facile à consulter depuis un mobile. Alors on peut passer à la slide suivante, Dominique. Comme on l'a vu quand on a parlé des règles de communication sur les mobiles, donc un site mobile doit être impérativement très ergonomique, très simple et très rapide. Alors, il y a quelques impératifs. Donc, il faut que son chargement soit rapide, donc pas plus de 5 secondes, comme vous venez de le voir ici à l'écran. Il doit avoir un menu simple. Donc, là, vous voyez, il y a 5 titres au menu. Une taille de caractère qui soit suffisante pour être lue sur un petit écran et aussi pour pouvoir être cliqué avec votre doigt. Donc, il faut prévoir des boutons assez gros. Il faut impérativement qu'il y ait un bouton qui permette de téléphoner à l'entreprise ou au commerce. Vous pouvez tout à fait prévoir des images, comme c'est le cas ici sur l'exemple à l'écran qui est le cas d'un cabinet d'architecture, mais il faut que l'image soit de petit volume, de façon à ne pas ralentir le chargement de la page. On peut aussi prévoir des vidéos avec les mêmes contraintes de chargement, sachant que les vidéos sur mobile sont très prisées. Hein, sur mobile. Et dernière règle pour avoir un site optimisé pour les mobiles, c'est d'avoir quelques boutons d'action simples et faciles à localiser. Donc, on sera amené à cliquer dessus facilement. Donc, une fois que vous avez conçu votre site mobile, comme pour votre site web, vous avez une problématique de référencement pour que votre site soit visible de personnes qui recherchent vos produits ou vos services, mais sans forcément connaître votre entreprise. Et ce qui va déterminer cette visibilité, c'est votre rang de classement dans les résultats de recherche des moteurs de recherche. Donc, comme pour la visibilité d'un site web, ce qui est clé dans la recherche, c'est évidemment la pertinence, la fraîcheur du contenu du site, son lien avec le mot pour lequel l'internaute a fait une recherche, la popularité du site ainsi que sa qualité technique. Mais dans le cas d'un site mobile, va rentrer aussi en compte dans le classement par le moteur de recherche le fait que le site ait été optimisé pour être vu depuis des terminaux de différents formats. Donc c'est un facteur. Le fait d'avoir un site mobile va finalement améliorer votre classement dans les résultats de recherche pour les mobiles. Alors pourquoi faut-il avoir un site mobile pour une entreprise? C'est qu'en fait, vous avez d'ores et déjà beaucoup de vos clients qui viennent sur votre site web depuis leur mobile. Si vous voulez en avoir le cœur net, on vous conseille de consulter vos données analytiques. Par exemple, Google Analytics, peut-être utilisez-vous un autre outil. De toute façon, ces outils vous permettront de voir quel est le trafic sur votre site web qui vient de terminaux mobiles. Donc ça vous donne déjà une idée de ce nombre de visiteurs. Et ces visiteurs, s'ils viennent d'un smartphone, par exemple, auront une mauvaise expérience de visualisation de votre site, s'il n'est pas optimisé, et du coup, n'y reviendront pas, sans parler de la mauvaise image que vous aurez donnée de votre entreprise à ces mobiles. Donc, troisième raison d'avoir un site mobile, c'est de pouvoir communiquer rapidement avec vos interlocuteurs, sachant que, comme on l'a vu, hein, les SMS sont lus rapidement, le mobile est toujours avec vous, alors que l'ordinateur reste parfois éloigné de son utilisateur. Et dernière raison, c'est que la plupart des transactions que l'on propose sur un site web, des transactions marchandes ou autres, se font également facilement sur un site mobile avec le même niveau de sécurité. Donc, on aurait tort de s'en priver. Enfin, pour conclure sur le sujet du site mobile, voici une illustration d'un site web et du site mobile correspondant qui ont été réalisés par l'un de nos collègues consultants WSI à Rueil-Malmaison. Et vous voyez que les deux sont complémentaires. Donc, on vous encourage pour votre entreprise, pour votre business, à avoir à la fois un site web et un site mobile. Donc, sur le site web, vous avez toute l'information, y compris une information parfois statique ou tout ce qui est des informations très riches en images, en vidéo. Et puis sur le site mobile, vous allez avoir les informations essentielles en situation de mobilité.
il est important évidemment que les deux sites aient la même, la même image marque, le même look and feel, hein, pour qu'on comprenne bien qu'il s'agit de la même entreprise. Donc il s'agit ici du site d'un hôtel 3 étoiles. Et vous voyez, pour illustrer ce que je vous disais sur le fait qu'on peut transposer au mobile toutes les transactions que l'on fait habituellement sur Internet, vous voyez que dans ce cas-ci, il est possible de réserver sa chambre d'hôtel depuis le site mobile en cliquant le bouton réserver. Voilà. Donc maintenant qu'on a traité la question du site mobile, on va parler des applications mobiles, donc qui sont de plus en plus populaires, mais peut-être nous allons, comme d'habitude, comme chacun des sujets que nous avons traités aujourd'hui, vous poser d'abord la question de savoir si vous avez créé une application mobile pour votre entreprise. Alors, donc, avez-vous déjà créé une application, oui ou non? On vous laisse quelques minutes pour saisir vos réponses. Oui, Laure, nous avons une assistance très assidue parce que les réponses sont déjà en nombre et suffisamment pour que nous ayons une statistique qui soit acceptable. Eh bien, effectivement, les applications mobiles sont plus complexes à mettre en place. Et ici, il n'y a que 11 oui pour 89% de non. Donc, on voit que si tout le monde semble savoir ce que c'est qu'une application mobile, en tout cas peu en ont perçu l'intérêt ou en tout cas ont encore probablement une barrière technologique à les mettre en place. Au passage, et avant que tu n'en parles plus, je voudrais vous signaler que toutes les plateformes d'analytique offre toute la possibilité de mettre sur des sites mobiles et sur des applications mobiles des analytiques et vous permettent de récupérer toutes ces informations dans votre software d'analytique et donc de pouvoir savoir tout ce qui s'y passe. Alors voilà, je te laisse continuer. Ah ben non, je vais te laisser continuer, mais non, c'est moi qui vais parler ici. Eh bien, donc, c'est quoi une application mobile? Vous savez, c'est un petit logiciel. C'est un petit logiciel que vous allez importer dans votre site mobile et qui aura une certaine activité qui va permettre une interaction entre le client, c'est-à-dire l'utilisateur du mobile, et vous-même à travers cette application. Alors, bien sûr, le logiciel, si je vous ai dit tout à l'heure que je pouvais contacter ma banque, mais c'est une application. Le Enigma que je vous ai donné tout à l'heure, c'est une application. Mais vous pouvez inventer n'importe quelle application du moment qu'elle ait un intérêt pour vous à télécharger dans votre portable. Mais il faut quand même se rendre compte qu'il s'agit d'un marché et que la plupart des applications sont gratuites, mais en général, elles ont un système, elles ont un modèle comment je dirais, de monétisation qui fait que il y a toujours une application standard gratuite, mais si on veut des applications plus sophistiquées, eh bien, il faudra payer. C'est un petit peu le système qui est mis en place. Mais il faut aussi dire que ça répond aussi à toute une série de règles de marché. Et c'est ça dont nous allons parler maintenant. Là, je vous ai mis toutes les boutiques en ligne qui sont existantes, mais en réalité, Laure, tu vas nous le confirmer, et c'est essentiellement 2 boutiques qui détiennent le marché, n'est-ce pas? Oui. Donc essentiellement l'App Store et puis l'Android Market. Donc là, on vous donne des statistiques de marché en termes de systèmes d'exploitation sur les mobiles. Donc, puisque les applications mobiles sont des logiciels qui tournent sur l'appareil mobile, elles doivent être conçues spécifiquement pour le système de chaque mobile. Ce qui veut dire que vous devez les développer pour autant de systèmes que vous visez de mobiles. Donc là, aujourd'hui, vous voyez en France qu'il y a 2 systèmes qui dominent le marché, c'est Apple et Android. Donc le système d'exploitation de Google qui équipe notamment les mobiles Samsung. Et vous voyez aussi que Android est en train de rattraper Apple en termes de nombre de ventes. Ça, ce sont les chiffres sur les 2 dernières années sur le marché français. Ensuite, nous avons une statistique cette fois-ci de part de marché des boutiques en ligne, c'est-à-dire
combien d'applications sont en vente sur chacune des deux boutiques en ligne dominantes que sont la boutique Apple et puis la boutique Android Market. Vous voyez que le nombre d'applications en vente sur Android Market a dépassé l'App Store l'année dernière. Donc voilà, bon, ça ce sont des tendances de marché. Ensuite, évidemment, tout va dépendre de votre cible de client. Alors, pour revenir sur les applications mobiles, pourquoi faut-il une application mobile? Par exemple, pourquoi ne pas se contenter d'un site mobile comme on l'a vu tout à l'heure? Alors, le but de l'application mobile, cela va être de rendre un service plus accessible aux utilisateurs, de lui fournir une expérience interactive et également d'avoir c'est fréquemment utilisé pour des fonctions de fidélisation de clients ou de services à valeur ajoutée rendus à des clients existants de l'entreprise. Comment ça marche? On l'a vu, ça fonctionne sur le mobile et donc pour qu'il y ait une justification à développer une application mobile, il faut utiliser certaines des fonctions du mobile. Notamment, on peut utiliser notamment les mobiles fournissent des fonctions de géolocalisation. Donc, les applis mobiles souvent peuvent s'appuyer, par exemple, sur des informations de géolocalisation qui sont dans le mobile. L'illustration que vous voyez en bas de page ici, c'est une application d'annuaire de pharmacie qui a été développée par un des partenaires WSI. Et vous voyez l'image en bas à droite, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée, c'est-à-dire que votre application va vous montrer le chemin avec une flèche qui se surimpose sur une vraie photo. C'est juste une illustration de la manière d'utiliser les fonctions propres au mobile dans la conception de vos applications mobiles. Est-ce qu'on peut passer à la suite, Dominique? Oui, excuse-moi. Hop, là, voilà. Donc, je viens d'aborder très rapidement le pourquoi une application mobile. Maintenant, la question va se poser de la visibilité pour les applications mobiles, comme pour les sites mobiles, comme pour les sites web. Vous voulez qu'on voit votre application et qu'on la télécharge. Et pour cela, il faut que vous soyez visible sur ces fameuses boutiques en ligne, iTunes ou Android Market. Et donc, quels sont les critères que prennent les boutiques pour classer les applications? Elles prennent en compte le nombre de téléchargements qui ont été faits d'une application, les notes de satisfaction des utilisateurs. Donc on vous montrera que les utilisateurs en général sont encouragés à noter les applications et ces notes sont prises en compte dans les classements. Et puis, troisième facteur qui est en train de se développer de plus en plus, c'est la régularité d'usage de l'application par la personne qui l'a installée sur son smartphone, puisqu'on a observé que 90% des téléchargements ne sont plus utilisés ensuite. Les gens téléchargent une application puis ne s'en servent plus. Et donc maintenant, les éditeurs d'applications, tout comme les boutiques, s'intéressent à cette fréquence d'usage pour noter la popularité d'une application. Alors, vous comprenez tout de suite que vous allez devoir essayer d'être bien visible, comme par exemple dans les moteurs de recherche, et vous avez ici les critères. Alors, comment allez-vous faire quels sont les leviers que vous allez utiliser pour gagner en visibilité? Alors, bien entendu, lorsque vous allez lancer une nouvelle application, il va falloir en faire la promotion. Il va falloir en faire la promotion par tous les moyens dont vous disposez. D'abord, vous pouvez utiliser les canaux habituels digitaux comme le web, d'autres mobiles, éventuellement aussi le papier, les emails. Tout ça peut évidemment fonctionner. Essayez aussi de voir si vous ne pouvez pas faire la pub de votre application sur une autre boutique, comme on fait des publicités croisées sur les sites internet par exemple. Eh bien, forcément, on va pouvoir aussi essayer de faire ça avec d'autres applications mobiles. Vous pouvez aussi, bien entendu, faire des campagnes de téléchargement. Quand vous êtes à une foire ou à un endroit où les gens passent, ben, incitez-les à télécharger votre application. Vous n'oubliez pas mes petits QR codes, parce qu'un QR code va vous permettre de pousser les gens à télécharger une application. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de Feedme, vous savez, les gens doivent bien entendu avoir cette application puisque c'est une application dans leur mobile. Comment l'ont-ils? Eh bien, sur le point de vente, là où vous avez vos cartes de fidélité, vous avez un QR code et les gens n'ont qu'à flasher le QR code et hop,
l'application va venir s'installer dans leur mobile. Donc vous voyez, il y a de multiples façons de se servir de ce levier. Mais ça, disons, c'est quand vous lancez l'application. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire, parce que vous avez compris qu'il faut aussi que les gens utilisent votre mobile. Il faut aussi qu'ils donnent des informations de la validité, de l'intérêt qu'ils ont, et qu'ils cotent votre mobile. Alors bien entendu, vous allez tenter d'engager les gens, à personnaliser par exemple leur application. Vous allez les engager à faire des notifications, à leur dire tiens, ben écoutez, ça fait déjà autant de temps que vous utilisez mon application, est-ce que vous ne voudriez pas cliquer ici pour aller faire une note de façon à ce que le prochain utilisateur ou la prochaine personne qui sera peut-être intéressée par mon application ait envie de l'acheter, parce que évidemment dans les boutiques d'applications, quand vous cliquez sur une application, si vous l'avez faite, vous l'avez déjà vu, vous pouvez trouver tous les commentaires que les gens ont fait après avoir téléchargé et utilisé cette application. Voilà, vous pouvez essayer de faire des campagnes pour que les gens qui connaissent déjà l'application la prescrivent à d'autres. C'est le marketing de parrainage, par exemple, que vous pouvez mettre en place. Donc tout ça, vous devez essayer d'arriver à ce que les utilisateurs qui sont contents, parce que ceux qui ne sont pas contents, il ne faudrait peut-être pas trop qu'ils en parlent, mais ce n'est évidemment pas votre objectif d'avoir quelque chose dont ils ne sont pas contents. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout, parce que si vous voulez qu'ils soient contents, il y a aussi une autre chose. Rappelez-vous le troisième critère dont nous avons parlé. C'est qu'il faut qu'il soit facile à utiliser. Il faut qu'il y ait une réelle utilité à votre application. Si votre application n'est pas une application drôle, si ce n'est pas quelque chose qui fait rire les enfants, si ce n'est pas une application qui vous offre un service qui est utile, vous risquez que votre application tombe en désuétude. Il faut que ce qu'on appelle l'expérience de surf de votre application soit positive. Il faut qu'elle se charge facilement. Il faut penser, rappelez-vous l'idée que le smartphone est devenu le substitut du doudou. Ça veut dire que le smartphone est un objet éminemment émotif. Et donc, que l'émotion que vous pouvez mettre dans une application est tout aussi importante que l'application elle-même, tout aussi importante que la finalité même de l'application. Et comment pouvez-vous le faire? Ben, pour ça, il faut savoir, il faut connaître le public qui va aller vers votre application. Donc, vous allez devoir étudier votre public avant de réaliser votre application. Et si vous avez tapé à côté, il faudra... Mais je reviens à l'analytique. Analyser pourquoi ça ne marche pas. Essayer de savoir pourquoi qu'est-ce que les gens voudraient. Et donc améliorer votre application, parce que comme dans tout ce qui est dans l'environnement digital, toutes les applications sont perfectibles. Une maison, quand elle est construite, c'est très difficile de la bouger. Une société qui a construit son immeuble sociétal, eh bien quand il est là, s'il n'est pas pratique pour les clients, eh c'est très difficile de changer. Allez demander aux banques ce que cela a coûté de changer tous leurs locaux, d'abord pour les sécuriser, et puis maintenant pour les désécuriser, puisque maintenant presque plus aucune tractation financière directe ne se fait au guichet des banques. Donc, voyez ça et dites-vous bien que tout ça, c'est éminemment important pour que votre application soit utilisée et donc ait un taux d'application et d'utilisation important. Donc nous vous avons présenté là de nombreuses techniques de marketing mobile, la manière d'exploiter pour votre entreprise le potentiel de ce nouveau média. Pour conclure, on veut vous proposer une démarche à suivre pour organiser votre réflexion. Donc on l'a baptisé l'Internet mobile en 7 étapes. Dominique, si vous voulez bien passer la slide suivante. Donc la première étape, c'est de définir vos objectifs prioritaires pour votre entreprise. Marketing. Deuxième étape, nommer un responsable ou en tout cas une personne qui sera chargée de la cohérence et du suivi de cette initiative du début jusqu'à la fin.
Troisième étape, donc comme on l'a vu, très importante, c'est de bien comprendre l'usage des mobiles par votre clientèle cible, qui va vous permettre après d'aborder les étapes suivantes par la bonne approche, qui est celle des besoins de vos clients. Donc la quatrième étape, c'est d'élargir tous vos programmes marketing actuels aux mobiles. Donc incluez vos mobiles dans toutes les campagnes que vous envisagez dès à présent, et vous verrez que c'est très naturel. L'étape suivante, c'est donc de mettre en œuvre des actions spécifiques de marketing mobile, comme on l'a vu, donc des campagnes mobiles, de la publicité sur mobile, donc le site mobile. Et puis l'étape ultime, c'est donc de réfléchir à de nouveaux services qui utiliseraient les fonctions des mobiles et qui permettraient de vous différencier de votre concurrence et finalement de vous faire prendre de l'avance sur cette concurrence. À toutes les étapes de ce processus, il faudra mesurer et analyser les résultats, le trafic, les conversions, et ça vous permettra d'ajuster vos initiatives donc en connaissance de cause. Voilà, donc cette petite grille en 7 étapes vous permet, on va dire, d'organiser la réflexion que nous espérons, les quelques éléments présentés aujourd'hui, aura suscité chez vous. Voilà, alors cela conclut notre présentation. Mais voilà, et les questions, je dois te dire que je suppose que nous avons dû être fort clairs parce que je n'ai pas vu de questions, quelques commentaires très sympathiques à notre égard sur l'intérêt qu'a provoqué ce webinaire. Il y a juste une question, une personne demande où avons-nous trouvé les statistiques, d'où viennent quelle est la source des statistiques que nous avons présentées. Laure, tu peux en dire quelque chose? Alors, donc on a présenté différentes statistiques, hein, donc à chaque fois la source était citée. Les statistiques du marché français, elles ont été publiées dans le journal du net. Il y avait des statistiques mondiales qui donc provenaient d'une étude dont le nom est mentionné sur la slide. Modapt, Morrissey et Company, Mobile Survey. Il y avait des statistiques également provenant de Google, voilà, donc différentes sources, plus les statistiques sur les parts de marché des systèmes d'exploitation mobile et des boutiques, hein, donc l'une provient d'un service en ligne qui s'appelle StatCounter et l'autre d'un institut qui s'appelle Research to Guidance. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez pu profiter de ces petites explications de Laure pour rapidement pouvoir de nouveau flasher le code qu'on vous avait montré en cours de webinaire. Il est là devant vous. Dépêchez-vous de le flasher. Il vous reste encore quelques secondes pour le faire. Parce que nous allons conclure ce webinaire ici. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, je l'avais dit en début, mais je le répète maintenant, ce webinaire a été enregistré et donc très rapidement, puisque nous avons vos emails, nous allons vous envoyer un lien qui va vous permettre de réécouter ce webinaire et bien entendu, puisque vous pourrez stopper le webinaire à satiété, vous allez pouvoir à votre aise lire les sources de nos différentes de nos différents chiffres. Les chiffres évidemment des sondages, ça vous les avez en vocal et la source c'est vous. Alors voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ce webinaire. Nous verrons, n'hésitez pas, parce que ce webinaire est enregistré, mais vous pouvez bien entendu proposer à vos amis d'aller le voir ou des gens dont vous vous dites qu'ils peuvent être intéressés dès que vous recevrez le lien nécessaire pour cela. Voilà, je vais vous quitter ici. Je vous dis au revoir. Laure, veux-tu encore ajouter? Au revoir à tous. Voilà, et bien nous vous souhaitons. Voilà, j'espère que nous n'avons pas trop abusé de votre temps et que ceci était le dernier webinaire de cette saison. Nous recommencerons des webinaires en septembre et vous serez tenus au courant des sujets et des moments où ces webinaires seront disponibles pour vous. Voilà, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.